Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Copalim. Aujourd'hui, je suis à Pamiers dans l'Ariège, à l'association Hérisson Bellor qui a une plateforme alimentaire. Donc, je pense que vous l'entendez autour de moi, il y a les salariés qui sont en insertion ici, qui sont en train de déballer une ramasse qui est arrivée ce matin. Et ici, voilà, à la plateforme, il y a un laboratoire donc, qui permet de reconditionner des denrées qui arrivent en gros pour en faire des sachets plus petits pour les épiceries sociales et solidaires. Il y a aussi une chambre froide, un congélateur et un espace de stockage pour tout ce qui est sec. Je suis accueillie par Jérôme Aveza, qui va donc tout nous expliquer sur le fonctionnement de cette plateforme, avec qui elle travaille, notamment ses partenariats avec les producteurs de la région. Bonjour Jérôme. Bonjour Christelle. Alors je vois qu'il y a un camion qui vient d'arriver, on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui nous sommes le 8, c'est ça Manon? Ouais. Donc tu vois, il t'arrive des salades comme ça. Et qui vont en date du 6, tu vois. Déjà, ça arrive périmé. Donc ça, déjà, ça part à la poubelle. Tu ne peux pas les redistribuer, quoi. Ben non, c'est pas le but, normalement. On peut en faire du don, nous aussi, mais des produits pas sensibles. Ça, c'est pas sensible, donc on peut le donner. Okay. D'accord. Il se trie les 2-3 feuilles malades qu'il y a dedans, mais ça serait un produit cuisiné, un produit autre, on le jette. Donc, les ramasses ne sont pas forcément toutes à bonne date. À l'époque, il y a 10 ans de ça, tu avais des dates à J+1, +2, +3 même. Okay. Et maintenant qu'ils font des rayons anti-gaspi, forcément, le vendent jusqu'à terme. Voilà. Après, tu vois, il y a du non-alimentaire. Donc, pourquoi il y a des mouchoirs? Bah, parce que les boîtes sont sûrement cabossées, ne sont pas vendables, ne sont pas esthétiquement vendables, en fait. Il y a du frais ou pas? Très peu? Non, il n'y en a pas. Donc, tu vois, tout ce qui est produits frais, ben, avant, on avait tout ce qui était jambon, fromage. Un petit peu, on a un petit peu de fromage apparemment. Tout ce qui était plat cuisiné, les clubs sandwich, tous ces trucs-là, on avait, maintenant on n'a plus. Donc tout ça, on est obligé de l'acheter. Okay. Voilà d'où l'intérêt du laboratoire qui nous permet de reconditionner des grosses pièces que l'on achète auprès des fournisseurs. Parce que vous en avez plus du tout aujourd'hui? Non, c'est très très rare. Il arrive qu'on ait quelques produits frais qui arrivent de la banque alimentaire, mais c'est toujours pareil, ça reste des dates courtes. Tu vois, par exemple, là, on a reçu du fromage et torquis parce que c'est pour eux, c'est pas vendable, quoi. D'accord, ok. Hein, j'imagine que la date. Après, le fromage, c'est quelque chose qui bouge pas, hein, qui peut être redistribué. Tu vois, date 3 septembre, ok. Après, ça reste un fromage, hein. Donc, un fromage, ça pareil, nous on va le retailler, on va le mettre sous vide comme je t'ai montré tout à l'heure, par petits tronçons de 200 grammes. Et ça permet que les bénéficiaires aient un morceau de fromage basque à 50 centimes le morceau, quoi. Ouais, ok. Ce qui va nous aider à payer le fait de le trancher, le fait d'être allé le chercher, le fait de mettre l'emballage, l'étiquette et tout. Ouais. Voilà, en fait. Voilà. Et oui, parce que j'imagine que toi, même ici, quand tu fais du reconditionnement sur des dates super courtes, tu as quand même une traçabilité. Bien sûr, c'est une obligation. On est suivi par la société Biocal, d'accord, c'est une société d'hygiène en fait, et on a un contrat avec eux et tous les mois ils passent, nous faire des prélèvements de surface, des prélèvements de produits, et puis de temps en temps des visites inopinées sans avertir pour voir si on a bien suivi. Ils vérifient tout notre cahier de traçabilité, donc c'est-à-dire que quand on commande par exemple, le jambon arrive, il est stocké, il a une date à 3 mois quand il est entier. Une fois qu'on l'a ouvert, tranché, nous n'avons plus que 6 jours. Parce qu'on l'a transformé, en fait. On va pas dire transformé. Transformé, c'est quand il y a une cuisson. On l'a reconditionné. Donc, on l'a tranché, reconditionné en 2 tranches. Là, du coup, on lui a réduit son espace temps. Sa durée de vie, on l'a réduite. Pourquoi 6 jours? En fait, ça, c'est un temps que l'on choisit. Nous, on a mis auprès de Biocal, en incubation, tout ce qui est jambon, pâté, saucisson, chorizo, tous les produits que l'on achète. Et donc, on a fait des tests à 1 semaine, à 15 jours, à 1 mois, à 2 mois. Et tout ce qui est produit sec, comme le saucisson, le chorizo, on peut aller jusqu'à 30 jours, le fromage. Ça, on a fait des tests d'incubation auprès du laboratoire. Voilà. C'est ce qui permet de te dire, bon, ben voilà, on va faire
tant de jours. Et là, le jambon, par exemple, on a le droit jusqu'à 9 jours. Mais pour pas prendre de risques, on met que 6 jours. D'accord. Dans les légumes, j'arrive des fois moitié pourris. Il y a quelques produits comme ça, mais ceux-là sont quasiment tous périmés. Je pense lesquels qui vont chacun, Benjamin, s'il te plaît. 23 septembre. Okay. Donc, tu vois, c'est encore un peu. Il y a des trucs qui vont être passés. Mais c'est des produits comme ça, c'est des produits qu'on a le droit de remettre dans le circuit après date. Hein, d'accord. Puisque ça reste des produits, on a une habilitation régionale qui nous permet de revendre ou de remettre dans le circuit des produits à date dépassée. Par exemple, un produit avec une DDM à septembre 2025, normalement, on a 18 mois encore de durée de vie. Après, ça va dépendre de l'aspect. Par exemple, un soda, après, on a le droit à 18 mois, mais dans 6 mois, il n'y a plus de bulles. Donc, ça ne sert à rien. Le jus de fruits, il est à date de ce soir, par exemple. On le remet en circuit. Allez, on va dire début novembre, donc dans un bon mois et demi. Dans un mois et demi, en fait, tu vas l'ouvrir, il aura le même goût. Il n'y a rien qui va être altéré, si ce n'est qu'au lieu d'avoir 100% de vitamines, il en restera que 70%. D'accord, ok. C'est tout. Okay. Ça, si ça a été bien conservé, pas ouvert, machin, ça ne risque rien. Et tu penses qu'une boîte une boîte de conserve qui est pasteurisée, elle peut vivre 1 an et demi après, elle va pas... À date, elle n'explose pas, les trucs. Tu traites des déchets, du coup? Alors, oui, on jette beaucoup, oui. On jette le re-retri encore. Ah oui, d'accord. Le re-retri qu'on retrie nous et qu'on jette. Mais après, on ne le jette pas, nous on le donne à un monsieur qui est retraité, qui a plein de moutons, il est sur Mazères. Et du coup, l'avantage qu'il y a, c'est que lui vient nous récupérer des déchets. Ça nous évite, nous, de payer pour les jeter. Et lui, à côté de ça, ça lui fait nourrir sa trentaine d'agneaux qu'il a, des brebis. Donc, ça fait une bonne action, du coup. Et tout ce que vous conditionnez, ça vous arrive d'avoir des surplus ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'on peut produire tous les jours. Okay. Voilà. Donc, ça veut dire que là, les salariés vont produire demain du jambon blanc sous vide qui va aller jusqu'à lundi, par exemple, prochain. Mais si on arrive à jeudi et qu'on voit que les épiceries sont en manque de produits, hop, on réouvre un jambon et on envoie 40 sachets à Pamiers, 40 sachets à Foix, et on le fait au fur et à mesure. On a 0 perte. Et on fait en sorte de n'avoir 0 manquant aussi, parce qu'on connaît la rotation de vente que l'on a, en fait. Le roulement, oui, voilà. Okay. Jérôme, explique-moi comment est-ce que cette plateforme est née et pourquoi? Alors, cette plateforme est née il y a bien 1 an et demi, 2 ans maintenant, juste à la base sur un besoin d'espace. Donc, pour nos 2 épiceries sociales qui sont à Pamiers et à Foix, nous avions besoin d'un stock plus grand. Donc, on a trouvé un grand bâtiment et du coup, on s'en est servi de lieu de stockage, de dépôt. Et il s'avère qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les associations ariégeoises avaient elles aussi des besoins. Et du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas en faire profiter toutes les assos. Et du coup, on en a créé une plateforme d'aide alimentaire ariégeoise. Après, c'est greffé un laboratoire de reconditionnement. Vu que les ramasses étaient maigres, vu qu'on n'avait plus tout ce qui était jambon blanc, fromage, comme à l'époque, du coup, on s'est dit, ben, on va acheter des jambons cuits, désossés, décoinés en 7 kilos, et on va en faire des tranches de 40 grammes, comme dans le commun des mortels en supermarché, et on va le créer nous. Donc, maintenant, on achète du jambon, du saucisson, du chorizo, on peut acheter de la viande, acheter des pâtés, des rillettes, du fromage, et on le reconditionne en petit conditionnement. Il y avait un besoin pour nos épiceries Hérisson-Bellor, puisqu'on voyait baisser le taux de dons et de produits, donc on s'est dit non, on doit rendre un service à nos bénéficiaires, donc comment faire? Et du coup, l'idée est née de construire un laboratoire de reconditionnement. Et alors, toi, Jérôme, tu es dans cette structure depuis combien de temps? Alors moi, je suis dans cette structure chez Hérisson-Bellor depuis 10 ans. Donc, j'ai commencé sur la cuisine centrale. Après, on a créé les épiceries sociales et solidaires. La première à Pamiers, la deuxième à Foix. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, on a créé la plateforme d'aide alimentaire à Pamiers. Et c'est toi qui gères du coup cette plateforme? Alors moi, je suis chef de service chez Hérisson-Bellor. Jusqu'à là, je gérais
de l'IAE, de l'insertion par activité économique, et depuis maintenant 1 an et demi, depuis le Fonds Mieux Manger pour tous, je ne gère plus les salariés, c'est une collègue qui a pris le relais. Je suis maintenant mise à disposition un tiers de mon temps au GESMIP, au groupement d'épicerie Midi-Pyrénées Occitanie maintenant. Donc du coup, ces 30% là de mon temps, je le passe à démarcher des paysans, à négocier chez des producteurs, chez des grands producteurs, voilà. Oui, alors justement, tu viens de parler du Fonds Mieux Manger pour tous. C'est aussi pour ça que je suis là, parce qu'on est dans une série de reportages qui, justement, ont été financés par le fonds. Est-ce que tu peux me dire quel a été l'impact du fonds ici pour la plateforme? Pour nous, ici, il y a eu donc mon poste à moi, qui a été financé. En partie, puisque c'est 30%, puisque je travaille que 30% pour le Fonds Mieux Manger. Le reste, c'est interne à Hérisson-Belor. Donc, 30% de mon temps a été financé par le Fonds Mieux Manger pour tous. Donc, ça fait 1 an et demi que tu as rencontré des agriculteurs pour nouer des partenariats. C'est tout à fait ça, des agriculteurs, et ça peut être aussi des grossistes, je veux dire, voilà, ça peut être les huiles Covin, ça peut être le café Michel, puisque voilà, en France on fabrique pas du café, donc on est obligé d'aller quand même chez des gros grossistes ou des grosses marques. Comment ça se passe du coup cette mise en place de partenariats? Comment est-ce que tu les approches? Alors déjà je vais vous raconter la première. La première, elle s'est faite chez Monsieur Sébastien Roine à la Gardelle-sur-Lèze, qui fait de la légumineuse. Donc je suis allé les rencontrer à la ferme et je suis arrivé, on s'est installé, on a discuté de leur travail, de notre travail, et je leur ai dit voilà, nous ce qui nous intéresserait c'est de vous acheter en grosse quantité, un gros conditionnement, tout ce qui est légumineuse, lentilles, pois chiches, voilà. Et j'ai demandé à Sébastien, il dit Sébastien, sans indiscrétion, voilà, combien la coop te rachète les lentilles par exemple. Et à ce moment-là, je crois que c'était 1,50 € du kilo. D'accord. Et moi, je lui ai dit, quel est le tarif qui te ferait vivre correctement, décemment? Et là, il me dit 3,70 €. Donc, j'ai dit, écoute, nous, on te l'achètera à 3,70 € puisque c'est un fonds de l'État qui est là pour aider les bénéficiaires, mais aussi pour aider les producteurs. Donc, en fait, ça fait un double effet. L'avantage du Fonds Mieux Manger pour tous, c'est qu'on a pu lui prépayer les 3 tonnes de légumineuses qu'on lui a pris. C'est-à-dire que j'ai commandé, j'ai prépayé, et lui, il a eu toute l'année pour nous livrer. Ce qui lui a permis de pas avoir à sortir de l'argent pour semer, de pas, voilà. Donc on n'est pas sur du surplus là dans ce partenariat-là. Du tout. On fait travailler l'agriculteur local entre guillemets sur des produits de tous les jours que les gens ont besoin. Radio Copalim. Culture Copalim. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi, Jérôme, l'alimentation durable? L'alimentation durable pour moi, c'est ces aliments. On va pas dire bio parce qu'il n'y a pas que les aliments bio, il y a tout ce qui est bon produit qui va éviter de griller une taxe carbone, qui a pas besoin de voyager, qui a pas besoin de faire 10 000 kilomètres, même si le café doit les faire, les 10 000 kilomètres, bien sûr. Mais je veux dire, les lentilles, elles auront fait 40 kilomètres, quoi. Je veux dire, voilà. C'est ça qui, pour moi, est le plus important, et que les bénéficiaires puissent manger des aliments de bonne qualité à bas coût. Radio Copalim. Culture Copalim. Oui, donc des produits qui viennent de la région et qui sont plutôt bien faits en agriculture raisonnée, voire bio dans le meilleur des cas, mais qui sont faits par des gens qui sont du coin, quoi. C'est ça. Après, il y a des produits comme le riz bio, par exemple, de Camargue. On est passé avec un partenariat avec la Biocoop. D'accord? Oui, on est obligé de passer par eux parce qu'on ne peut pas démarcher un petit producteur de riz pour lui dire bonjour, on veut 3 tonnes de riz. Parce que lui, ce producteur-là, il a déjà son carnet de revente de sa production plein. C'est comme pour les œufs bio. L'exemple des œufs bio, j'aime bien le donner parce que j'ai démarché pas mal de petits producteurs en Ariège et ils n'étaient pas capables de me fournir 70 000 œufs pour l'année. Ce qui est inconcevable pour eux. Donc du coup, et puis les 3/4, même presque 90%, s'ils avaient par exemple 1000 poules, les 1000 œufs journaliers étaient déjà vendus. Ils ne mettaient des poules qu'à rapport au nombre de clients qu'ils avaient. Et moi, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez pas ouvrir et mettre 500 poules de plus? Et comme c'était un travail trop compliqué, ou manque d'espace,
ou le fait de devoir embaucher une personne. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas subvenir à ça. Et après, ça a été négocié dans le Gers, chez Tanagra Serviev, qui, lui, centralise tous les producteurs du coin. Tous les producteurs d'œufs. Tous les producteurs d'œufs du coin, ouais. Oui, donc en fait, toi, quand tu montes des partenariats, tu rencontres toi aussi des difficultés par rapport à l'approvisionnement. Quels sont les principaux obstacles que toi, tu as vus depuis que tu as pris ce poste-là? Déjà, c'est trouver les producteurs qui veulent sortir du cursus classique de vendre, si ça peut être pour le miel, de vendre que sur le marché, si ça peut être des céréaliers ou les légumineuses de vendre qu'à la coopérative. Donc, ils sont un peu frileux. Mais le fait de venir avec des billes et de dire, voilà, nous, on est là pour que vous achetez un produit et vous faire vivre décemment. Je vais reprendre l'exemple des lentilles parce que c'est l'exemple que je prends tout le temps. La lentille de la Gardelle-sur-Lez, de Sébastien Roine, vous allez la retrouver certainement chez Intermarché, chez Leclerc, autres, entre 6 et 7 euros le kilo. Donc, du coup, je me suis dit, bon, autant bien payer le producteur et on va enlever tous les intermédiaires. Qu'est-ce que l'on fait, si je peux expliquer ça? C'est on va recevoir ici des lentilles en sac de 25 kilos. Donc, ça a été planté, ramassé, mis en sac par le producteur. Ça arrive à notre plateforme et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on le reconditionne. Ça veut dire qu'on le met en sachet de 500 grammes, on l'étiquette et on l'envoie directement aux épiceries. Donc, on a enlevé facilement 3-4 intermédiaires. Et en plus, vous sortez du coup des produits qui ressemblent très fortement en fait à ce qu'on peut trouver en magasin. Donc, j'imagine pour les personnes accompagnées en termes d'expérience, on réduit en fait cet écart par rapport à leur situation aussi. Tout à fait, ça reste des produits quasi identiques parce que quand on achète des produits carnés ou de la charcuterie, on a des producteurs locaux qui sont dans la charcuterie, c'est par exemple la société Comminges. On achète à la société Comminges, on transforme, on reconditionne et on le remet en épicerie. Et ce sont des produits que l'on trouve dans les supermarchés aussi. Comment fonctionne en fait le modèle économique? C'est-à-dire aujourd'hui, tous les produits que tu sors vont dans les épiceries gratuitement entre guillemets, elles participent au modèle de la plateforme ou pas du tout? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Alors sur le formule manger pour tous, si on parle là-dessus, on a une enveloppe, chaque épicerie a une enveloppe. Nous avons décidé dans notre au GESMIP de mutualiser 60% de cette enveloppe. Donc 60% de cette enveloppe, on choisit les 8-10 produits que l'on veut acheter avec, et en fait l'épicerie elle le reçoit en fonds mieux manger gratuitement puisque c'est une enveloppe qu'elles ont. Okay. Après, les épiceries ont le droit d'y mettre une participation pour les bénéficiaires, parce que le but n'est pas de donner. D'accord, le but est de se dire, voilà, la personne qui vient dans cette épicerie sociale et solidaire, elle n'est pas censée y passer sa vie. Si ce n'est un retraité qui, lui, sa vie ne changera pas à moins de gagner au loto, mais les gens qui arrivent, qui ont perdu un boulot, un divorce ou un accident de la vie, on les accompagne à repartir dans le circuit classique. Donc forcément, il y a obligatoirement une participation à la lentille, une participation. Voilà, par exemple, un sachet de lentilles peut être vendu entre 60 et 80 centimes, là où Eus le paierait à 5-6 euros en supermarché. Vous avez déjà organisé des rencontres entre les personnes accompagnées et les producteurs? Alors, nous, chez Hérisson Bellor, par exemple, et ça s'est fait aussi au GESMIP avec Chloé, qui est ma collègue actuellement au GESMIP. Elle a fait des sondages. Nous, on faisait déjà ça dans les épiceries où c'est qu'on demandait aux bénéficiaires est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous plaît, qu'est-ce qu'il vous manque. Et là, c'est un travail suivi. Il y a eu des statistiques sorties que Chloé a sorties au mois de juin. Donc, oui, on prend note de ce que nous disent les bénéficiaires, bien sûr. La plateforme sert combien d'épiceries aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement en Ariège ou est-ce que c'est dans toute l'Occitanie? Nous, on sert principalement sur l'Ariège. Après, ça a c'est récent, hein, donc ça fait 1 an qu'on a ouvert aux assos extérieurs. Si on a entre 12 et 15 associations qui se servent chez nous, ariégeoises. Mais après, on a aussi par le biais d'autres groupements comme le Galas en Gironde qui eux nous commandent pour leurs épiceries. Donc on a des lentilles qui vont partir à Niort, on a des lentilles qui vont partir à Bordeaux. Je parle beaucoup des lentilles, mais c'est les pois chiches, c'est c'est tout le reste. Hein.
Et puis, et ce que l'on fait nous chez Hérisson Belor, le reconditionnement de charcuterie, tout ça, donc ça commence à sortir de l'Ariège. On arrive à en distribuer sur Toulouse, on a Agen qui nous en prend aussi. Donc, le but n'est pas d'abonder la France entière. Le but, c'est que chaque plateforme ou chaque région puisse avoir cette structure pour aider. Voilà, moi le but d'Hérisson Belor, c'est pas mon but. Le but d'Hérisson Belor, c'est pas de devenir numéro 1 du reconditionnement en épicerie sociale et solidaire. Le but, c'est d'aider un maximum nos voisins, quoi. Est-ce que cette structure, elle a essaimé dans d'autres régions ou est-ce que elle est assez unique dans le coin? À ma connaissance, nous, dans le coin, elle est unique. Je pense qu'en Occitanie, il n'y en a pas d'autres, puisque les 3 plateformes pour lesquelles nous travaillons au GESMIP, c'est la plateforme de Pamiers, où nous sommes, la plateforme de Toulouse Alternative et l'EPSO à Montpellier. Donc, eux ne font pas de reconditionnement. Et nous reconditionnons ici, pour le compte du Fonds Mieux Manger pour tous jusqu'à Montpellier, et sur le compte Hérisson Belor aussi, pour livrer aussi Montpellier, Toulouse, toute l'Occitanie. D'accord, donc effectivement, vous êtes un modèle qui pourrait s'essaimer dans d'autres régions. Pour avoir eu l'occasion d'aller à des réunions de groupement sur Paris, sur Lyon, Valence, c'est un modèle qui plaît. Maintenant, je pense que c'est un modèle à essaimer. Maintenant, on n'est pas précurseurs, on n'est pas des magiciens, on n'a rien inventé. Mais on a juste répondu à un petit besoin de notre petit département. Mais en fait, quand que je le présente et que j'explique ce que l'on fait, ben, ça intéresse. Ça intéresse parce que ça peut servir ça, je vais mal le dire, c'est pas une compensation d'un manque de produits, mais c'est un remplacement. Voilà, quand on était habitué pendant des années à avoir de la banque alimentaire, des centaines de sachets de 4 jambons, de 4 tranches de jambon toutes les semaines, et qu'on se retrouve avec plus qu'une quinzaine semaines. Je veux dire, nous, nos familles, dans nos 2 épiceries, on a 550 familles. On peut pas partager 15 fois 4 tranches pour 500 familles. On est d'accord. Et justement, tu viens d'évoquer la banque alimentaire. Est-ce que les épiceries continuent de travailler avec elle? Est-ce que le modèle de la banque alimentaire, il s'essouffle pas un peu? Alors, moi, je dirais pas qu'ils s'essoufflent. Nous, on continue à travailler avec eux. Mais si on peut dire qu'ils s'essoufflent, c'est dans le sens où les centres commerciaux doivent faire moins de dons. Comme pour nous, quand on va faire notre petit Intermarché du coin, ou notre petit Leclerc à côté, on a 5 fois moins de dons qu'à l'époque. Donc, j'imagine que la banque alimentaire, ils ont exactement les mêmes difficultés, sauf que eux vont toucher des centres commerciaux qui font 10 fois ceux de chez nous, en fait, hein. Donc, forcément, ils ont 10 fois plus et ça leur permet de redistribuer à une centaine d'associations, très certainement. Mais ils ont moins, mais pour moi, c'est pas le fait de leur travail. Je pense que c'est le fait du don qui a beaucoup baissé, même si la banque alimentaire achète énormément aussi, hein. Donc, je pense qu'ils sont comme toute plateforme, hein. Ils avaient avant certainement 80% de dons, 20% d'achats. Ben, ça s'est inversé. Pour nous, en tout cas, c'est inversé. Je comprends. Justement, moi, j'ai échangé aussi avec beaucoup d'associations qui me disaient qu'elles avaient des difficultés d'approcher les producteurs qui sont de la région. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Tu vois, par exemple, je pense à la Casella, que j'ai été voir, qui est une antenne du Secours catholique qui offre un repas aux femmes. C'est une antenne qui est dédiée pour les femmes, donc elle cuisine le matin. Et elle me disait, bah, nous, voilà, on a des difficultés d'approvisionnement, par exemple, pour avoir des œufs tous les jours, etc. Qu'est-ce que tu dirais aux associations qui veulent s'approvisionner local? Quel conseil tu pourrais leur donner? Le conseil, ça serait juste peut-être qu'on puisse se retrouver autour d'une table et échanger, partager. Enfin, nous, on est dans le partage, hein. Ça veut dire que j'ai visité une épicerie qui est à Pensaguel, les héroïnes. J'ai rencontré Estelle et je trouve leur travail remarquable. Et on a pu échanger des producteurs, parce que forcément, quand elle a un producteur qui lui fait 500 kilos de farine à l'année, si je vais l'aborder, ce producteur, il dit bonjour, on a besoin de 4 tonnes. Déjà, on va minimiser les coûts, on va les baisser, et voilà. Donc je dirais à ces associations-là, rencontrons-nous, partageons nos expériences, partageons notre carnet de commandes, mutualisons, massifions, parce que je pense que c'est le fait de massifier qui est le plus important. Quand je vais négocier mes œufs sans étrangler le revendeur d'œufs, je viens pas lui chercher 360 œufs par semaine. Je dis bonjour, j'ai besoin de 70 000 œufs à l'année.
Donc déjà, ça n'a pas le même impact. Et ça permet d'avoir des œufs. Nous avons des œufs toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc ces assos-là, je pense qu'elles devraient, on devrait se rencontrer et dire voilà, et chacun va amener ses difficultés et l'un et l'autre, on va avoir une demi-réponse à la difficulté de l'autre. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer, s'aider, s'entraider. L'appel est passé. Merci Jérôme. Est-ce que peut-être une dernière chose, toi qui as du recul, puisque ça fait 10 ans que tu vois en fait ce qui se passe au niveau de l'aide alimentaire, quel est ton sentiment aujourd'hui? Est-ce que tu penses par exemple qu'il y a plus de précarité qu'avant? On vient de parler de la qualité de la ramasse effectivement qui baisse et la quantité qui baisse également. Quelle est toi ton analyse par rapport à ça? Alors, l'analyse, elle va être très courte. On avait, au tout début des épiceries Hérisson-Bellort, un public vraiment précaire. On l'a toujours, hein, mais en fait, à cause du Covid, ça a évolué, en fait. On s'est retrouvé à accueillir dans nos épiceries des retraités pauvres, des étudiants. Ça, c'est plus grave encore, hein. C'est des étudiants, des auto-entrepreneurs. Donc, en fait, un commun des mortels, monsieur et madame tout le monde, qui avant avaient les moyens d'acheter un supermarché, mais qui maintenant vont faire genre de la mixité, un peu de l'épicerie sociale et un peu du centre commercial, parce que nous n'avons pas 5000 références dans nos épiceries. On n'est pas des mammouths de la distribution. Donc oui, ça, je trouve que ça a évolué et donc le public a changé et nos publics que l'on avait qui étaient en grave précarité, je pense que certains sont partis dans le caritatif, hein, puisque nous, voilà, dans ces épiceries sociales et solidaires, on est là aussi pour les aider. Il y a un projet, il y a se sortir de ce marasme du prix du produit, voilà. Oui, c'est trop cher. Je trouve trop cher. Après, ça n'est que mon analyse, hein, et puis quand j'ai fait la comparaison, sur la toute première fois sur des légumineuses, quand je me dis, waouh, le producteur qui, lui, il se lève tous les matins, il plante, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, et qui perd des récoltes parce qu'il y a la grêle, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, et quand on voit le prix à laquelle lui est obligé de vendre, parce qu'il choisit pas le tarif, c'est un tarif imposé par les coopératives, et quand nous simples consommateur, je vais chez Monsieur Leclerc faire mes courses avec mon épouse et que je vois que la lentille du coin, elle est à 6-7 euros le kilo, je me dis waouh, qui c'est qui mange entre-temps? Et c'est pas non plus les centres commerciaux qui mangent 80% de l'enveloppe. Même si on a toujours dit oui, c'est les centres commerciaux qui se gavent, non, je ne suis pas persuadé. Il y a trop d'intermédiaires entre, pour moi. C'est une question de modèle et d'échelon finalement avant d'arriver au consommateur. Ouais, voilà. Après c'est quelque chose de logique aussi parce que le producteur il peut pas produire, reconditionner, faire un packaging, il peut pas tout faire. Donc on a aussi ce besoin de passer par des grandes industries qui vont nous faire un packaging attrayant et tout ce qu'on veut. Bon, c'est sûr que chez nous quand on reconditionne le packaging il est pas super attrayant, mais ça reste un sachet Kraft propre. Quand c'est de la nourriture avec une DLC, c'est mis sous vide, je veux dire c'est propre. Mais ça claque pas, ça tape pas à l'œil quoi. Ah oui, le sec. Ouais. Par contre, faites gaffe, les gars, vous avez galéré à enlever la palette. Il faudra mettre une autre par terre avant. Tu la sors par la fourche comme ça. Pour après la reprendre. Et non, tu ne pourras pas la poser. Donc, oui, je sais. Une autre palette pour la poser. Ouais. Ok. Non, mais ça, c'est pas un problème. Tu vois, là arrive tout ce qui est biscuits, tout ce qui est. Tu vois, tout ça, c'est des biscuits. Acheter, tu vois, des biscuits de lacre, des chocs. Michel et Augustin. Ouais, t'as les portes agrafées. Voilà. Et derrière, il y a tout ce qui est légumes qu'on a commandé. Donc, c'est pas agrafé. Voilà. Tout ce qui est tomates, courgettes. Ouais, agrafé. Bien de Perpignan parce qu'on n'a pas suffisamment de ramasse et la commande en bio ne suffit pas. Donc on est aussi obligé d'acheter du conventionnel en fait. Il y avait d'un chantier d'insertion de Perpignan, qui est le groupe Andes à la base. Je viens de voir donc quelqu'un avec un gilet Andes qui est arrivé. J'aimerais que tu me parles, peut-être pour finir, des coopérations que tu as avec d'autres associations ou d'autres groupes que le GESMIP et Hérisson-Bellort, avec qui vous travaillez aussi.
Bon, après, on travaille beaucoup avec des producteurs locaux pour ici, et après la banque alimentaire. Les autres plateformes qui sont Toulouse et Montpellier, où là, on partage et on massifie des achats. Et puis après, c'est là depuis 10 ans, ce partenariat avec Andes, qui est la Cistella de Marianne à Perpignan, qui nous vend des légumes, des fruits et légumes conventionnels en fait. Pourquoi on achète des légumes conventionnels? Parce qu'on ne peut pas se fournir qu'en bio. Nous avons une association locale qui est l'association Casta qui nous fait des légumes bio à Ambarou, mais ils ne peuvent pas produire une tonne de fruits et légumes par semaine. Donc on compense par du conventionnel et on a trouvé bien et on nous avait orienté vers cela. D'acheter à un autre chantier d'insertion, puisque nous sommes chantier d'insertion. Donc, ça veut dire que l'on fait profiter aussi un chantier d'insertion et on achète nos produits à la Cistella de Marianne, donc à Andes. Et depuis quelques années, on arrive par le biais d'Andes à bénéficier de produits autres que les fruits et légumes. Ça peut être des céréales petit déjeuner, ça peut être des chocolats, voilà. Merci Jérôme. Avec grand plaisir. Merci à toi Christelle. Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Radio Copalim à la plateforme du GESMIP et d'Hérisson Bélor. C'était le dernier de notre mini-série dédiée au projet financé par le fonds Mieux Manger pour tous. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner de la force en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres auditeurs de découvrir ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Radio Copalim.